Salut et bienvenue sur Anakaland. Tout d'abord, désolé d'avoir manqué la review de la semaine dernière. Mais le retour d'Irlande a été un peu compliqué, se soldant même par un passage aux urgences. Sans parler de la reprise des conventions avec Japan Tour ce week-end. Comment vous dire que la semaine dernière a été un petit peu chargée. Mais me revoilà, et pour me faire pardonner, cette vidéo sera donc consacrée non pas à un, mais deux épisodes de House of the Dragon. Le second et le troisième sortis ce lundi. Et comme j'imagine que vous n'avez pas attendu après mon analyse de l'épisode 2, je ferai vite, et au pire, vous pouvez toujours passer directement à l'épisode suivant grâce au chapitrage. Comme toujours, je ne vais pas me gêner pour spoiler les intrigues, donc j'espère que vous êtes à jour dans la série. Mais rapidement, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aller voir la vidéo sur l'épisode 1 de cette nouvelle saison. Une vidéo que j'ai eu la chance de tourner dans l'un des lieux de tournage les plus emblématiques de l'Irlande du Nord concernant l'univers de Game of Thrones. The Dark Ages, les Haies sombres, alias la route du roi, et avec également une petite intro sur les plages de Westeros. Mais je n'en dis pas plus, allez y jeter un œil et donnez-moi votre avis. Ça serait d'une grande aide car elle a un peu floppé. Et en parlant de flop, j'aimerais aussi revenir sur les nombreux articles qui disent depuis ce retour de House que la nouvelle saison serait peut-être elle aussi un flop. Ce qui pourrait expliquer le manque de hype sur ma précédente vidéo, mais qui s'explique surtout, je pense, par le fait que tout le monde n'a pas forcément envie ni les moyens de prendre encore une nouvelle plateforme de streaming. Et ils ont raison. Mais surtout, il ne faut pas oublier que Game of Thrones était la série la plus piratée à son époque. Donc ça doit possiblement être le cas pour House aussi. Et du coup, pour les pirates, je conseillerais vraiment Canal+, un abonnement qui pour 30 € seulement vous permettra d'accéder à absolument toutes les plateformes, à l'exception de Prime Video. Netflix, Apple TV, Paramount+, Disney+, et bien sûr, Max. Donc ça vaut clairement le coup. Et c'est français, donc allons-y, allons-y. Mais bref, il est donc temps de se reconcentrer sur Westeros et House of the Dragon. Alors abonnez-vous, likez et commentez la vidéo, et c'est parti pour l'analyse des épisodes 2 et 3. L'épisode 2, intitulé Rhaenyra la Cruelle, un titre plutôt ironique venant des Verts, commence alors que c'est la panique dans le château. Le petit prince est mort et tout le monde est sorti de son lit en pleine nuit afin d'identifier les coupables. Aegon est en rage, ce qui est presque normal dans ce cas, mais toujours avec son petit côté ridicule d'enfant capricieux. Il hurle « je suis le roi », et comme on l'avait dit à Joffrey dans Game of Thrones, avoir besoin de dire qu'on est le roi n'est pas bon signe. Dans sa colère, Aegon détruit même la grande maquette de son père, l'œuvre de toute sa vie. Et surtout, il déclare la guerre, qui était déjà commencée, seulement les Verts ne le savaient pas encore. Puis, très vite, c'est le conseil restreint qui est réuni pour parler de ce meurtre odieux, et de la suite et des événements. Déjà, on a droit à un passage très drôle quand Criston Cole, qui est pris à partie par le roi, répond dans le calme qu'il était au lit. Mort de rire, surtout quand on sait qu'il était dans celui d'Alicent. Et d'ailleurs, lors de ma review du premier épisode, j'ai complètement oublié de parler de cette relation. Une relation qui est le comble de l'ironie entre Alicent la moralisatrice et le chef de la garde royale. Dans l'épisode précédent, j'avais justement trouvé très sympa de la voir lui remettre sa cape blanche, symbole de son honneur, sur le dos. Alors que justement, il est en train de bafouer son serment avec elle. Et plus tard dans cet épisode, cela continue sur ce thème quand lui, Sir Criston Cole, va oser reprocher à Harrick que la sienne soit sale, alors que lui, il la salit en accomplissant son devoir. Et Cole va même se servir de cet outrage pour le pousser à encore plus renier son serment et aller tenter de tuer Rhaenyra avec fourberie et traîtrise. Concernant Criston Cole, le moins que l'on puisse dire, c'est que Fabien Frankel est vraiment un acteur très doué. Il a réussi à rendre tellement détestable son personnage que ça tient du génie. À la fois perfide, vicieux, flatteur et mesquin. Vraiment très mesquin. Que ça en devient le pire, ou peut-être le meilleur, ça dépend des points de vue, personnage de cette série, sur ce plan. Et de son côté, Alicent se sent coupable devant sa foi pour ses coucheries avec Cole, alors qu'elle aurait bien sûr d'autres choses à se reprocher, clairement. Trahir sa meilleure amie, par exemple, et la volonté de son mari. Ici, je pense que la série tente encore, mais maladroitement, de nous la rendre encore plus sympathique qu'en saison 1, comme avec l'histoire du cierge qu'elle allume pour Lucerys dans l'épisode 1. Toutefois, comme je l'ai déjà dit précédemment, je ne pense pas que la série, de par son rythme et son découpage, réussisse vraiment à nous rendre les Verts plus attachants et sympathiques. Là où le meurtre était un peu trop expédié, ici ce sont ses conséquences qui ne prennent pas assez de temps à l'écran. Très vite, on en vient à l'instrumentalisation de la mort du prince, sans avoir, encore une fois, le temps de développer une véritable empathie pour Helaena. On a vite fait un passage sympa où Alicent tente de se justifier auprès de sa fille sur ce qu'elle a vu, à savoir qu'elle était en Amazon sur Criston Cole, mais Helaena a évidemment autre chose à penser à cet instant. Puis elle est forcée de montrer sa peine au peuple lors de la procession, et c'est tout. Otto, en bon stratège sans cœur, décide d'utiliser ça pour ramener l'opinion publique vers leur camp, et retourner le peuple contre Rhaenyra. Ainsi, le cortège funèbre n'est qu'une mascarade, c'est affligeant. Et perso, j'ai beau avoir de la peine pour Helaena, je ne ressens pas vraiment son chagrin, sa perte.
La série n'a pas suffisamment pris le temps de me la rendre agréable, et même le gosse qui est mort, on en vient presque à se dire qu'il l'avait mérité tellement c'était un petit con. Et sinon, lors de la procession en charrette, j'ai vraiment cru, au moment où elle est arrêtée par un nid de poule, que la tête allait rouler et tomber par terre. Dans le genre horrible, ça aurait été plutôt très fort. Mais non, les fils de couture ont tenu bon. C'est presque dommage. Ensuite, on a eu le soldat Manteau d'Or qui bien sûr n'a vraiment aucun honneur et qui balance Daemon avant même d'avoir été un tout petit peu torturé. Et le finish était vraiment cool. Genre, c'est bon, on a ce qu'on veut, mais le roi, lui, il a besoin de se défouler. Donc il se fait éclater après avoir tout de même balancé son autre complice, le chasseur de rats. Mais comme il ne connaissait pas son nom, eh ben le roi les a tous fait tuer. Décidément, c'est un bouffon. Et c'est très triste aussi de voir que le chien de Cheese est toujours fidèle à son maître malgré les maltraitances. Mais c'est ça l'amour d'un chien, ça n'a pas de prix. Et donc, décidément, Aegon ne comprend rien à la politique. Tout n'est que symbole, évidemment, et Aegon, là encore, est incapable de le voir et de le comprendre. Pour assouvir une vengeance rapide et mesquine, sous le conseil de sa future main du roi, il tue des innocents, et avec cet acte, il devient lui aussi un roi cruel aux yeux de son peuple. Comme ce qu'ils essayaient de faire passer Rhaenyra. Et en parlant du crétin sans cœur, ni compassion qu'est Aegon, c'est triste de voir qu'il n'a même pas un mot gentil pour sa femme sœur, qui vient de perdre son bébé. Décidément, quel con. Puis, comble de la connerie, il renvoie Otto, son grand-père, de son rôle de main. Le seul gars un peu intelligent et stratège de son entourage, il le dégage. Pour en plus prendre le mesquin de service en remplacement. Une conséquence des chuchotements de l'autre vicieux ultra premium, Larys Fort, qui prépare lentement mais sûrement son ascension lui aussi. Criston Cole qui fera assurément une main merdique. Un petit roquet rancunier, un jaloux qui s'est fait larguer et qui au final est devenu pour Alicent ce qu'il ne voulait pas être pour Rhaenyra. Sa pute et son punching ball. Sinon, enfin dans cet épisode, on entend parler de Daeron, le dernier fils d'Alicent qui est à Villevieille, et ça, c'est cool. Vient ensuite un beau moment plutôt fort, avec Aemon qui devient de plus en plus clairement dans cette saison un nouveau personnage à suivre. Il a enfin plus de profondeur et effectivement, il n'est pas ce jeune homme colérique et avide de vengeance que sa mère et son grand-père imaginent. Il est réfléchi et il éprouve même de la culpabilité pour la mort de Luke. Même la prostituée avec qui il passe du bon temps n'est pas seulement jeune et belle, mais gentille, maternelle et plutôt intelligente et sage. Il est donc tout l'inverse de son grand frère. J'ai vraiment hâte de le voir évoluer dans cette saison, il nous réserve assurément des dingueries. Jusqu'à notamment son affrontement avec Daemon, son oncle et idole à la toute fin de la saison. Et enfin, du côté des Rouges, Rhaenyra apprend la nouvelle de la mort du petit héritier et elle ne comprend pas. Elle n'a jamais voulu cela. Mais Daemon, lui, de son côté, sourit comme un gosse tant il s'empêche de rire et de fanfaronner. En gros, il jubile. La guerre totale va éclater et ça, c'est très bon pour lui. Très vite, ensuite, lors de leur conversation animée, on se rend bien compte que Rhaenyra a peur de son mari. Lorsqu'il s'approche brusquement, elle craint de s'en prendre une. Donc un mariage pas si heureux pour ceux qui en doutaient encore. C'est un peu dommage pour cette jeune femme si indépendante que la saison 1 nous avait dépeint. Et après l'épisode précédent où elle n'avait dit que 4 mots, là, elle se lâche, et elle est toujours aussi charismatique. Elle n'aurait jamais fait ça à une mère comme Helaena, et donc elle s'en prend à Daemon, normal, remettant en question sa loyauté et ses ambitions. Et mis dos au mur devant ses péchés et sa convoitise, son orgueil, il fuit sa femme et Père Dragon pour enfin se rendre à Harrenhal pour faire la guéguerre. Ce qui promet clairement des dingueries de sa part à lui aussi. Après cette discussion houleuse, Rhaenyra ordonne aussi à Bella de patrouiller à dos de dragon près de Port-Réal. Et c'est ce dragon qui va survoler le fief des Velaryon, la marque, et qui va taper dans l'œil d'Adam. L'un des deux frères au service de Corlys introduit dans cette nouvelle saison. C'est une histoire pour plus tard, mais j'aime bien comment ces deux personnages sont introduits en douceur. Pas comme un cheveu sur la soupe quand le moment viendra. Et bien après, vers la fin de l'épisode, Rhaenyra a une discussion avec Mysaria. Une conversation de femmes toutes deux très fortes et pourtant si différentes. L'une héritière du trône de fer, descendante d'une des lignées les plus puissantes du monde, et l'autre une femme des rues, venue de l'autre bout du monde qui a grandi dans la servitude et l'horreur pour se hisser presque au sommet. Une conversation qui prouve notamment l'honneur de la prétendante au trône, qui va même finir par faire respecter la parole donnée par Daemon, son mari, alors qu'il n'est même plus là. Et c'est de cette bonté et cet acte honorable qui va pousser Mysaria, plus tard, à faire demi-tour quand elle voit Arik, plutôt que de simplement l'ignorer et laisser les puissants s'entretuer. Et pour rester sur le sujet des conversations lourdes de sens, j'ai aussi beaucoup aimé celle entre les deux fiancés, Jaehaerys et Bella, qui parlent notamment de leurs parents. On y comprend que tous savent pour la véritable ascendance des enfants de Rhaenyra. Mais voilà, ce n'est rien, car ils font tout de même partie de la même famille. Et bien sûr, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Ce qui fait de ce moment un joli moment de complicité et de confiance entre les deux futurs époux. Puis vient enfin le climax de l'épisode, avec Arik qui s'infiltre très facilement dans le château, faisant même la morale à certains soldats.
Une séquence qui fait monter la tension à la perfection. Tout du long, on se demande comment cela va bien pouvoir finir. Malgré le fait de voir Miss Arya se retourner sur Arik, qu'elle sait ne pas être son jumeau, le doute est toujours permis. Et quand Arik pénètre dans la chambre de la reine, tout semble perdu. Il n'y a qu'une jeune suivante pour faire bouclier. Mais Eric, qui aura finalement été prévenu, surgit à son tour. Et malgré la douleur de devoir affronter son frère jumeau, il accomplira son devoir. Cette séquence était vraiment pas mal. Le combat, bien que rapide et palpitant, et la ressemblance des deux chevaliers, associés à leurs armures qui sont identiques, laisse planer le doute pendant tout l'affrontement. Le seul moyen qu'a le spectateur d'y voir un peu clair est de compter les blessures. Et même là, le doute renaît quand, après la mort du premier, le second se retourne vers la reine et qu'on n'est toujours pas sûr de qui il s'agit. Jusqu'à ce qu'Eric, car c'est bien Eric qui a survécu, s'excuse auprès de sa reine et se jette sur son épée tant la mort de son frère par sa main, pour son honneur, l'a détruit. Il a accompli son devoir envers sa reine, mais ça reste son frère, son jumeau, l'autre moitié de lui-même, et c'était trop pour lui. Puis, à la toute fin, dans une sorte de conclusion à l'épisode, Otto s'en va enfin de Port-Réal pour rejoindre son clan, celui des Hightower, et préparer la guerre, bien évidemment. Et de son côté, le petit roi Aegon pleure enfin sincèrement la perte de son fils. C'est cool, il était temps de montrer un peu son humanité, même si elle est très bien enfouie. Et bien sûr, Alicent remet ça avec Criston, histoire de remettre une énième couche de déshonneur sur sa fonction. Ainsi, les Verts sont à nouveau représentés avec un peu d'humanité, de profondeur ou de complexité, mais comme pour l'épisode précédent, ce n'est pas encore suffisant pour nous faire changer de camp. Ou en tout cas, dans mon cas. Mais dites-moi si vous avez choisi celui des Verts. Donc, avec un final palpitant, cet épisode, toujours très riche, même s'il ne s'y passe peut-être pas grand-chose, continue de mettre les pièces à leur place sur l'échiquier pour préparer la danse des dragons. Un épisode qui, comme le premier, reste très calme, un épisode d'exposition qui met en place tous les personnages et les intrigues pour la suite, et qui annonce déjà du grandiose. Il est vrai que la saison précédente, avec sa construction particulière, dans laquelle chaque épisode racontait une histoire à une période donnée, et où chacun d'eux laissait une ellipse entre lui et le suivant, ici c'est peut-être un peu plus difficile de se laisser hyper par l'action et les intrigues. Mais pour autant, cette seconde saison n'en est pas moins déjà brillante, et l'attente entre chaque semaine va être aussi longue qu'il y a 2 ans. Et donc, sans plus attendre, je passe à l'épisode de cette semaine, l'épisode 3, intitulé « Le moulin brûlé ». Cet épisode commence par le conflit entre deux familles du Conflent, les Nerbosques et les Bracken. Deux familles avec un lourd passé d'animosité, que l'on avait déjà pu apercevoir en saison 1, et qui se cristallise ici encore plus avec la danse des dragons. Chacune des familles ayant pris parti pour un camp, les Bracken pour Aegon et les Nerbosques pour Rhaenyra. C'est très rapide, mais on voit très vite où mène ce conflit, à la mort de presque tous leurs clans respectifs et la destruction d'un pauvre petit moulin. Puis très vite, on revient sur les causes de tous ces morts, le conflit entre les Verts et les Noirs. On retrouve d'abord Rhaenyra et son fils aîné mettant en terre Ser Eric, qui est mort honorablement, contrairement à son frère, en faisant son devoir. Le chevalier est d'ailleurs mis en terre avec son frère, qui lui a perdu son honneur, mais Eric mérite de reposer auprès de son frère. Rhaenys fait ici encore office de conscience pour Rhaenyra, et elle a des paroles sages là où tous cherchent le conflit. Une conversation qui va notamment pousser Rhaenyra à revoir sa position quant au message de condoléances d'Alicent et la possibilité de négociation, la poussant plus tard à se rendre à Pendragon en secret pour rencontrer son ancienne meilleure amie. Une mission rendue possible grâce à l'allégeance de Miss Arya remportée par Rhaenyra dans l'épisode précédent. Et toujours à propos de Rhaenys, j'aime vraiment cette position de sagesse qu'elle a dans cette nouvelle saison. Son rappel, par exemple, concernant le roi sage Jaehaerys, au conseiller de Rhaenyra, avec la couronne que porte la reine, qui représente un symbole très fort. À l'inverse d'Aegon, qui porte la couronne et maintenant l'armure du conquérant. Donc deux symboles très forts de la lignée royale Targaryen qui s'opposent. L'un axé sur la paix et la sagesse, et l'autre sur la guerre. Surtout que celui qui porte celle d'Aegon est un vrai crétin si facile à manipuler. Tout d'abord par sa main, mais surtout par Larys, l'adepte des pieds, qui devient sans souci officiellement le nouveau maître des chuchoteurs. Dans le camp des Verts, donc, Criston Cole, la nouvelle main du roi, est toujours aussi impatient de faire couler le sang de Rhaenyra et les siens. Et il tente même comme un gamin de justifier la mission de Ser Arik au conseil. Une mission tout aussi inefficace que déloyale. Tandis que l'autre bouffon de chez les Verts, Aegon, a lui encore plus sali le nom de la garde royale en y faisant entrer ses amis alcoolos et débauchés. Juste pour leur offrir une position agréable et les garder près de lui. Il est décidément aussi puéril et mesquin que sa main. On le verra même plus tard aller au bordel avec eux, complètement bourré et avec un comportement loin d'être respectueux. Mais toutefois, une séquence qui relance encore la hype autour du personnage d'Aemon, qui, comme je le disais plus tôt, sera assurément la révélation de cette nouvelle saison. Encore une fois, on le retrouve au bordel avec sa prostituée attitrée, qui serait aussi apparemment sa première, c'est mignon. Et alors que son grand frère se moque de lui, en bon crétin qu'il est, Aemon se voit obligé de se montrer dédaigneux et presque méchant contre la femme pour qui il a clairement des sentiments.
Et une séquence qui évidemment assurait la dose de sexe dans cet épisode. Même si j'avoue que je ne m'attendais pas à voir Aemon, alias Evan Mitchell, dans toute sa splendeur. Du coup, chapeau pour l'audace, même si en vrai, tout ceci n'apporte pas grand chose à l'intrigue. Si ce n'est encore un peu de level up niveau badasserie. Bref, revenons au conseil restreint. Le roi se réjouit de la mort de ses vassaux, les Nerbosques, car ils sont morts en son nom, alors que pourtant aucune réelle victoire ne résulte de ce bain de sang. Donc encore des morts, sans intérêt. Mais cette première bataille va surtout pousser les Verts à eux aussi se tourner vers le Conflent, l'Étely et Harrenhal. Ainsi, Criston Cole prépare ses troupes à prendre la direction de la forteresse, mais sans dragon car les Verts n'en ont que trop peu pour risquer d'en perdre si vite dans la guerre. Surtout que Daemon, lui, est déjà en route. Après sa dispute avec sa femme, il est parti pour la forteresse de Harrenhal sur son dragon. Et son arrivée était plutôt étrange. On le croirait presque débarqué dans une ruine abandonnée et hantée. Et c'est presque le cas. Mais non, une petite portion de cette forteresse est encore, à peu près, debout. Même si elle fuit de partout. Et le seigneur fort qui y séjourne ne cache pas son amertume et son animosité pour son neveu Larys qui a fait tuer son propre père et son frère, les vrais seigneurs du château. Et donc son allégeance à Rhaenyra semble même évidente pour lui. Ainsi, Daemon est apparemment en terrain conquis sans avoir à faire couler le sang. Il doit même être un peu déçu. Ce qui ne l'empêchera pas de barricader sa porte afin de ne pas être surpris par un assassin à la faveur de la nuit. Nuit durant laquelle d'ailleurs il va être assailli d'une vision de Rhaenyra jeune, la version de Millie Alcock, qui recoue la tête du jeune prince dont il a causé la mort. Un rêve de culpabilité donc dans lequel Rhaenyra lui dit clairement qu'elle doit toujours réparer ses conneries. Et une séquence aussi qui confirme ce que j'avais pu déduire de ma brève rencontre avec Millie Alcock à Toulouse en décembre 2022, et dont je vous avais parlé dans cette vidéo. Elle a bel et bien fait une apparition dans cette seconde saison, et ce ne sera peut-être pas la dernière fois. A noter également que contrairement à la conversation dans laquelle Rhaenyra a tenté de le remettre à sa juste place, Daemon se fait tout de même appeler Majesté, ce qui là encore n'augure rien de bon pour le camp des Noirs. La dissension et la désobéissance de Daemon ne demandent qu'une petite étincelle pour s'embraser, et foutre un bordel monstrueux. Comment vous dire que j'ai hâte. Retour à Port-Réal, Criston peut donc enfin se préparer pour la guerre. Il réunit ses troupes et part pour Harrenhal et le Conflent. Mais avant de partir, le seigneur Gwaine Hightower, le frère d'Alicent, qui vient tout juste d'arriver à Port-Réal, va intégrer sa troupe. La main n'est certes pas ravie de cela, mais la reine le lui impose. Et au moment du départ, j'avoue que je l'ai trouvé très pervers quand il demande sa faveur à la reine. Genre, on va pas s'envoyer en l'air pendant un moment, alors donne-moi un petit quelque chose pour penser à toi. Ce qu'elle fait évidemment, et son frère observe attentivement la scène de loin. Il va donc forcément y avoir des questions qui seront posées à un certain moment. Ce qui annonce là encore un sacré bordel. Et un autre personnage, du côté des Noirs cette fois, doit aussi s'éloigner de ses proches. Rhaena doit partir pour Pentos faire du babysitting, car elle n'a pas de dragon, et en plus c'est une femme, donc elle ne sert à rien dans cette guerre. De plus, la genre de caravane qui part de Père Dragon avec Rhaena à sa tête et les 3 jeunes fils Targaryens, ainsi que leur dragon, avait vraiment une vibe de Daenerys dans la saison 2, et même 3, alors qu'elle voyage à travers Essos. Et c'est aussi à se demander si ça ne serait pas 3 de ces 4 œufs qui finiront entre les mains de la future Grande Khaleesi, les œufs de Drogon, Rhaegal et Viserion. Qu'en dites-vous? Corlys, son grand-père, quant à lui, ne fait presque plus que de la figuration dans cette saison. Mais ça devrait vite changer, espérons. Lui et sa femme parlent notamment du départ de leur fille Rhaena, et Corlys ne semble pas avoir beaucoup d'estime pour elle, ou en tout cas, il ne la considère pas digne de son titre et de la marque. Contrairement à Baela, qui elle n'a pas perdu son fiancé, a un dragon et qui va même faire une petite frayeur à la troupe de Criston Cole et Sir Gwaine sur leur route pour le Conflent. Une séquence plutôt très sympa où elle rate malheureusement son coup. Ça aurait été très drôle de les voir se faire croquer ou même cramer, mais ça aurait été assurément trop tôt dans l'histoire. Et puis ce n'est que partie remise. Toujours concernant les Velaryons, dans cet épisode, on ne revoit plus Adam et son frère, les vassaux de Corlys Velaryon, mais on a toutefois un bon gros teasing de leur destin au travers des quelques mots prononcés par la Reine Noire à propos de Fumée des Mers, le dragon de feu Lénore. Ainsi que l'autre révélation sur les graines de dragon, les bâtards Targaryens, comme le mec de la taverne. Et que lui en soit vraiment un ou pas, peu importe pour le moment, car Adam, lui, c'est certain. Du coup, contrairement au livre, je verrai plutôt la série nous présenter les deux frères comme des bâtards de Corlys et non pas de Lénore. Surtout qu'étant gay, je le vois mal être allé faire des gosses à une autre que sa femme. Mais alors, la question du sang targaryen, le sang des dragons, se poserait. Donc, on verra bien. Sinon, Alicent a enfin droit au pardon de sa fille. Comme quoi, elle s'en fout vraiment de qui elle se tape, il lui fallait juste un peu de temps pour faire le deuil de son fils. Et là, on se rend compte aussi de la gentillesse et de l'empathie d'Elaena pour son peuple. En vrai, elle fait une reine pas si mauvaise, c'est surtout son mari qui pose le problème. Bizarrement. Et donc, après avoir été enfin pardonnée par sa fille, Alicent peut se rendre au temple des Sept pour prier. Encore. Et allumer un cierge. Encore. Et c'est là que Rhaenyra, dans un déguisement de septa extrêmement crédible, apparaît à ses côtés pour discuter.
Une discussion aussi épique qu'un combat de dragons. La conversation partait mal, mais les deux femmes prennent sur elles pour s'écouter brièvement. Très vite, on comprend que les torts sont partagés et que toutes deux sont convaincues d'être à leur juste place et d'avoir raison. Jusqu'à ce qu'Alicent évoque les dernières paroles du roi Viserys. Et que Rhaenyra comprend immédiatement la référence à la chanson de glace et de feu. Un secret pourtant gardé précieusement par les rois Targaryens uniquement. Ainsi, elle ne comprend pas pourquoi son père en aurait parlé à sa femme. Et c'est ainsi que toutes deux se rendent compte, enfin, qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Aegon, et le prince qui fut promis, n'était pas une référence à son fils, que Viserys savait être un jeune crétin, mais bien une ref à leur ancêtre et sa prophétie. Le quiproquo est donc enfin clair, mais Alicent ne peut plus faire marche arrière, et assumer sa méprise. Elle ne peut plus reculer après tout ce qui s'est passé. Elle jetterait le déshonneur sur sa famille et ses enfants. Et surtout Aegon, qui est déjà sur le trône. Et puis, soyons honnêtes, déjà dans sa jeunesse, elle en voulait à Rhaenyra de son indépendance et convoitait sa place d'héritière pour ses enfants qui eux sont légitimes. Et en plus, ce sont des mâles. De plus, concernant la prophétie, la chanson de glace et de feu, celle-ci fait déjà son œuvre. Car la danse des dragons va mettre en place les circonstances pour permettre la naissance et les vies de Daenerys et Jon Snow, alias Aegon, 6e du nom. C'est la destruction de leur famille lors de cette guerre qui va engendrer le roi fou, puis ses enfants et ses petits-enfants. Et donc les princes qui furent promis pour vaincre les marcheurs blancs. Bref, j'ai vraiment adoré cette séquence, les retrouvailles entre les deux femmes incarnées par des actrices au talent de ouf, et qui, en seulement quelques minutes, passent par tout un éventail d'émotions. Un moment très fort qui, je l'espère, restera dans les mémoires, surtout avec ce regard à la fin. Encore une fois, un de ces regards de Rhaenyra, ou plutôt d'Emma Darcy, toujours aussi puissant. À chaque fois, finir sur l'un d'eux annonce de l'énormissime. Ou comme on pourrait dire dans ce cas précis, ça va chier des bulles. Et c'est tant mieux car ça commençait à être lassant de voir Rhaenyra lambiner, et rechiner à faire ce qu'il faut pour la guerre, à refuser les conseils de ses seigneurs, mais après cette conversation, elle n'aura plus le choix que de les écouter et entamer les vrais préparatifs de la guerre. La série va donc très certainement passer à la vitesse supérieure. Enfin, encore une fois, dans cette saison, on donne vraiment plus de temps au camp des Verts. Même si pour ce qui est de l'empathie ou de la sympathie, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas trop ça. Et c'est compréhensible, car les Noirs n'ont pas encore beaucoup de choses à nous montrer. Rhaenyra traîne un peu à prendre ses décisions, Daemon prépare du très lourd mais il ne faut pas encore trop en montrer, et certes Jaehaerys aurait eu de quoi nous régaler dans le Nord, mais les auteurs ont fait le choix de faire l'impasse là-dessus. Donc on se concentre plutôt sur les Verts pour le moment. De plus, la série est toujours aussi belle, même si quelques made paintings ne sont pas toujours très beaux, notamment les deux plans de Port-Réal quand l'armée de Criston Cole quitte la ville, qui piquent vraiment beaucoup. Mais sinon, on est toujours sur du très haut niveau de production design. La mise en scène, le découpage et notamment l'éclairage est toujours un régal. Même si, personnellement, je ne suis pas toujours très fan de certaines armures, souvent trop grandes pour leur porteur. Par exemple, je n'aime pas beaucoup celle de Daemon, surtout son casque. Son design qui se veut imposant et charismatique est au contraire un peu too much. Surtout la tête de dragon qui ressemble plus à un cheval sur son casque. Mais bon, c'est un détail. En conclusion, 2 épisodes toujours aussi brillants et exceptionnels pour House of the Dragon. Et ce, malgré quelques rares faiblesses, visuelles ou pour ce qui est du rythme. Mais des épisodes clairement à la hauteur de la saga qui posent de plus en plus les conséquences de tout ce que l'on avait vu dans la première saison. Du quiproquo à la mort de Viserys, ou la bagarre des gamins qui s'était soldée par la perte d'un œil, des rivalités entre les deux amis, Rhaenyra et Alicent, et les conséquences également des actes d'individus égoïstes, égocentriques et souvent stupides. Bref, 2 épisodes qui semblent enfin finir de poser les bases de cette nouvelle saison, et qui ouvrent donc la suite de la série avec enfin le lancement de la Danse des Dragons. Donc évidemment, vraiment hâte de découvrir la suite de cette nouvelle saison de seulement 8 épisodes, ce qui sera certainement trop court pour notre satisfaction, mais impatient tout de même. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine pour l'épisode 4 qui marquera la moitié de la saison, et donc assurément un grand épisode. Alors abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, merci d'avance, et à très vite sur Anakaland. Bye!